Dans les premiers mois de 1942, à Aberdeen Proving Ground, Maryland, des essais de terrain sont effectués sur le tank Sherman M4, révélant des problèmes majeurs de transmission. Le récit commence avec l'évocation d'un sifflement strident qui alerte le mécanicien, le sergent Elmer Red Leroy, tandis qu'il observe le tank en opération. Un mélange d'odeurs d'huile chaude et de peinture roussie imprègne l'air lorsque le tank s'arrête, relâchant de la vapeur et un fluide noir. Leroy, qui a une expérience antérieure en fabrication automobile, reconnaît les signes de défaillance de la boîte de vitesse, récemment conçue mais malencontreusement trop complexe pour résister aux rigueurs du champ de bataille. La transmission, déjà critiquée dans les rapports d'essai du département d'ordonnance, montre des signes alarmants, atteignant des températures de 288 degrés Celsius après des montées prolongées et souffrant de défaillances répétées. Bien que les ingénieurs et officiers expriment des blâmes mutuels, la métallurgie défaillante contre l'incompétence des tankistes, Leroy identifie la cause fondamentale. Le système de transmission est inadapté, incapable de fonctionner efficacement sans une ventilation appropriée, ce qui provoque son échauffement, et ultimement son incapacité à fonctionner. Ce tableau met en lumière non seulement les défis techniques que rencontrèrent les forces armées, mais également l'importance critique d'une conception mécanique robuste en contexte de guerre. À l'intérieur du boîtier de la boîte de vitesse d'un tank Sherman, une accumulation rapide de pression causait une surchauffe de l'huile nuisant au roulement. Alors qu'une solution officielle nécessitait des nouveaux boîtiers et un processus de production prolongé, Leroy, un machiniste, improvisa une solution rapide. En détournant une rondelle de ferraille et en perçant un trou pour créer un évent, il réussit à alléger la pression et à remplacer une partie de l'huile par de la graisse aviation. Après avoir effectué la modification, Leroy observa une amélioration significative des performances du tank, se traduisant par une réduction de la chaleur de près de 42% et l'absence de moussage de l'huile. Son intervention permit au tank de fonctionner de manière continue et stable pendant plus d'une heure, contrastant avec les précédents problèmes de transmission qui résulteraient en panne catastrophique sur le champ de bataille. Leroy, conscient des implications de son travail, rédigea un mémo informel à son supérieur, le capitaine Keane, pour documenter ses observations et recommander des tests supplémentaires. Bien que son coût abordable et son expérience sur le terrain attirèrent initialement peu d'attention, plus tard, les ingénieurs d'Aberdeen purent reproduire ces résultats en utilisant des méthodes scientifiques et découvrir que sa technique améliorait la température de fonctionnement et la rétention d'huile, tout en contredisant les précédentes hypothèses sur les défaillances de conception du modèle. Chem 4. Ces résultats renforcèrent l'idée que des solutions pratiques pouvaient parfois surpasser les données de laboratoire, ouvrant potentiellement la voie à des ajustements dans la production de tanks pendant la guerre. Le texte décrit la transformation et l'innovation dans la production de tanks pendant la Seconde Guerre mondiale, en mettant en évidence le rôle clé des mécaniciens sur le terrain. En particulier, il se concentre sur le sergent Elmer Red Leroy, qui a résolu un problème de conception en adaptant des éléments comme une rondelle percée pour améliorer le fonctionnement de la boîte de vitesse des tanks. Plutôt que de s'appuyer sur des plans rigides, les mécaniciens ont utilisé leur ingéniosité et leur expérience pour apporter plus de 600 modifications au design original, démontrant que la capacité d'adaptation dans des situations de crise était essentielle. Le texte souligne également l'importance de l'intuition du mécanicien, souvent plus précieuse que le design établi, et comment cette approche pragmatique a conduit à une production massive d'unités, permettant à l'armée de répondre rapidement aux besoins du front. Les modifications improvisées ont été intégrées dans une doctrine mécanique émergente, transformant le processus de fabrication en une évolution institutionnelle. Le contraste est fait entre le chaos de la guerre et la précision requise pour produire des machines fiables dans un délai imparti, posant le groundwork pour les succès futurs des armées en Afrique, en Italie et en France, grâce à des innovations nées d'un contexte de crise. Ainsi, l'histoire met en exergue une leçon d'efficacité et de résilience face à l'adversité, incarnée dans l'histoire de Leroy et les efforts collectifs des mécaniciens, qui ont servi de changement déterminant dans la guerre. Le passage décrit des défis rencontrés par l'industrie américaine des tanks durant la Seconde Guerre mondiale, se concentrant sur les problèmes de surchauffe affectant les transmissions des tanks Sherman. Malgré la production de masse
qui promettaient des livraisons rapides, des rapports de défaillance fréquents, y compris des transmissions brûlées et des boîtiers fissurés, commençaient à s'accumuler, indiquant que la conception initiale ne pouvait pas supporter les exigences de performance sur le terrain. Le capitaine John W. Christie, en charge de la maintenance, reçoit une note anonyme, suggérant une modification non officielle à la lubrification qui réduit la chaleur de 40% et empêche les défaillances en situation d'utilisation intense. Intrigué par les résultats prometteurs, Christie ordonne la reproduction de cette expérience. En suivant les instructions fournies par un mécanicien nommé Leroy, l'équipe d'essai perce un évent dans le bouchon de remplissage de la transmission et utilise une nouvelle formulation de lubrifiant. Les tests montrent un résultat impressionnant, avec des températures stables, bien en dessous des seuils de défaillance. Ces observations suggèrent que la modification permet une meilleure régulation de la pression interne, se traduisant par une meilleure performance des lubrifiants dans des conditions difficiles. En conséquence, les tanks modifiés montrent une amélioration notable de la durée de fonctionnement avant la surchauffe. Cependant, cette approche innovante n'est pas sans controverse. Les officiers d'ingénierie voient l'ajout d'un évent comme une preuve d'un manque de confiance dans le design, tandis que le pragmatisme des conditions de guerre pousse certains à adopter ces améliorations. Le cas met en lumière la tension entre la perfection recherchée par l'industrie et la réalité de conditions de combat qui nécessitent des ajustements pratiques. Le débat sur la validité de ces modifications illustre aussi le contraste entre le désir d'innovation et les traditions établies, un thème présent dans de nombreuses révolutions industrielles, touchant à la fois la mécanique et la philosophie de la production. En somme, l'histoire met en avant comment des changements, même non officiels, peuvent conduire à d'importantes avancées techniques au milieu d'une guerre chaotique. « Vous devez laisser la chaleur sortir », dit Joe Malallery, tapant un boîtier de Sherman avec sa clé. Même astuce que nous utilisions sur les transmissions de camions, Dodge ancienne en 1938. Bientôt le bureau technique de Chrysler émettait des instructions silencieuses, percer des bouchons en lot de 50 pour distribution expérimentale à les unités sur le terrain. La modification devint une note de bas de page invisible dans la production de masses de guerre, jamais formellement reconnue, mais implémentée tout de même. Tandis que Détroit bourdonnait d'efficacité, le désert était impitoyable. Les rapports du théâtre d'Afrique du Nord décrivaient des tanks immobilisés par défaillance mécanique avant qu'ils ne rencontrent l'ennemi. La poussière bouchait les filtres, l'huile s'amincissait dans la chaleur et les boîtes de vitesse surchargées se grippaient au milieu du combat. Les mécaniciens commencèrent à percer des évents par eux-mêmes, souvent sans savoir de qui était l'idée. À la fin de 1942, une boucle de feedback particulière s'était formée entre l'usine et le terrain. Chaque lot de tanks quittait Détroit, légèrement différent du dernier. Petit raffinement, improvisation mineure. Non enregistrée dans les diagrammes officiels, mais critiques en pratique. La machine de guerre industrielle américaine apprenait en temps réel. Son évolution écrite dans des clés plutôt que des papiers. Le mémo de Leroy voyagea silencieusement à travers ces canaux, copié et recopié par des hommes qui comprenaient les machines mieux que la doctrine. À la fin de l'année, Aberdeen rapporta que sur 400 véhicules d'essai, 312 portèrent des bouchons de transmission vantés. La durée de vie moyenne de la boîte de vitesse augmenta de 300 à presque 500 heures opérationnelles. Les chiffres racontaient une histoire, la philosophie une autre. Dans la chaleur de l'été, l'usine ne dormait jamais. Les étincelles des torches de soudure flottaient dans l'air comme des lucioles, atterrissant sur le sol huileux. Les hommes criaient au-dessus du vacarme, leur voix perdue dans le rythme des pistolets arrivait et des bandes transporteuses. Les Sherman roulaient l'un après l'autre, chacun un témoignage d'une alliance entre production de masse et adaptation individuelle. Chaque machine qui quittait Détroit portait une trace des empreintes digitales de son fabricant, parfois littéralement pressée dans la peinture par des mains fatiguées. Quelque part sous ces couches d'armure et de graisse, un petit trou percé laissait le moteur respirer, invisible mais essentiel. Quand le rapport de production de fin d'année de Chrysler alla à Washington, il incluait une seule ligne enterrée parmi des graphiques et des tables de coûts. Modification de lubrification approuvée pour émissions limitées. Réduction significative du taux de défaillance mécanique. Il n'y avait pas de mention de Leroy. Son nom n'apparaissait dans aucun circulaire d'ingénierie ou commandation. Mais les ingénieurs comprenaient. Le raccourci avait fonctionné.
Le problème de la chaleur et de l'acier, qui avait autrefois menacé d'arrêter une armée, était résolu non par le réoutillage d'usines ou la réécriture de blueprint, mais par le refus d'un seul mécanicien de laisser la physique avoir le dernier mot. Au moment où la neige tomba sur Détroit ce décembre, la modification de l'évent était standard à travers la ligne de production. Elle n'était jamais appelée par nom, mais chaque boîte de vitesse portait le fantôme de cette première expérience, celle percée sous un ciel du Maryland par un homme qui ne pouvait simplement pas supporter le son de l'échec. La guerre était maintenant un concours d'endurance, et l'endurance commençait ici dans l'équilibre subtil entre chaleur, huile et volonté. Tunisie, hiver 1942 à printemps 1943. Le désert avalait les machines entières. La chaleur scintillait des dunes comme un mirage fait d'air et de lumière, et le rugissement des moteurs se fondait dans le vent. En Tunisie, les Sherman du second corps roulaient en avant sous un soleil si brillant que le métal luisait à travers la peinture. La poussière dérivait en feuilles fines comme de la poudre, trouvant chaque joint, chaque roulement, chaque pore d'huile. En février 1943, l'M4 avait rencontré son épreuve par le feu. Col de Kasserine, où hommes et machines échouèrent leur premier grand test de guerre. Ce que les Allemands appelaient Todispass, le col de la mort, devint un creuset d'improvisation. Le terrain était sans pitié. La température grimpait au-delà de 120 degrés Fahrenheit à midi, et les transmissions des tanks, ces cœurs non testés de l'armure américaine, se plaignaient en agonie métallique. Les mécaniciens de terrain travaillaient sous des filets de camouflage entourés de véhicules estropiés et de pièces éparpillées. Chaque tank avait sa propre histoire. Engrenage fondu par la chaleur, lubrifiant cuit en goudron, roulement viré au bleu par la friction. Vous pouviez sentir l'huile mourir, se rappelait le caporal Jack Martin dans une interview de réunion de 1985, comme du sucre brûlé. Une fois que cette odeur vous atteignait, vous saviez que vous n'alliez nulle part. Parmi ces mécaniciens, le mot se répandit sur un fixe étrange, un petit trou percé dans le bouchon de transmission, un évent de respiration. Personne ne connaissait son inventeur. Certains disaient que cela venait de Fort Knox. D'autres prétendaient que les Britanniques l'avaient utilisé dans le désert avant. Pour les hommes en Tunisie, c'était juste le trick d'Aberdeen. Dans les journaux de guerre de la seconde division blindée, l'entrée apparaît comme un murmure de bon sens. Évent de lubrification testé, selon instructions sur le terrain. Boîte de vitesse reste stable pendant montée prolongée. Ambient 47 °C. Endurance améliorée à approximativement 40%. Modification recommandée pour tous les véhicules. Ces chiffres venaient non de la théorie, mais de la survie. Les équipages qui percèrent les vents commençaient à durer à travers des engagements entiers, sans défaillance mécanique. Sur un champ de bataille où une boîte de vitesse grippée signifiait immobilité et immobilité signifiait mort, la différence était tout. Le capitaine Robert Buck Reynolds de la première division blindée enregistra les résultats dans son journal de maintenance préservé, dans le rapport après action, secteur Tunisie, février 1943. Tank numéro 1 I-127, complété 68. Mi-marche continue sans défaillance de transmission. Véhicules identiques sans modification des vents ont connu grippage dans 30 à 40 mm. Conducteur rapporte fumée réduite, engagement de vitesse plus doux. Reynolds, un diplômé de West Point élevé au gospel de la précision d'ingénierie, admit une admiration à contre-cœur pour les bricoleurs. Ce n'est pas la doctrine, écrivit-il, mais cela marche et, c'est assez doctrine. Le 8e. Armée britannique, combattant plus à l'est, fit la même découverte indépendamment. Lit. Record de maintenance des Royal Electrical and Mechanical Engineers, Remy Naughton, que les ateliers de tanks à Tobruk et El Alamein commencèrent à percer des évents et substituer de la graisse aviation, l'appelant la méthode Detroit. Ce que les Américains avaient trébuché dessus en Maryland voyageait maintenant à travers les ateliers du Commonwealth, répliqué par instinct. En mars, le motif était visible à travers chaque dépôt du désert. Ceux avec Shermans vantés bougeaient, ce sang tombait en panne. L'effet ondulait en haut de la chaîne de commandement. 13 Fighter Command, la composante air stationnée à proximité, prit note quand les équipages de réparation de tanks commencèrent à demander des lubrifiants de grade aircraft de leur stock. Les quartiers maîtres d'aviation grognaient, mais la logique tenait. Les mêmes graisses à haute température qui gardaient les P-38 Lightning volant à travers des ciels tropicaux
gardaient maintenant les Sherman roulant à travers la chaleur du Sahara. La convergence de la maintenance air et terre était plus que logistique, c'était philosophique. Les deux vivaient par le même credo. Si cela casse, rendez-le mieux avant qu'il ne casse à nouveau. Les journaux de guerre capturaient des groupes air japonais 4e, plus tard analysés par l'intelligence alliée, enregistraient des improvisations sur le terrain similaires, pilotes fabriquant leurs propres solutions à la chaleur et la corrosion dans l'humidité du Pacifique. Le parallèle fascina les historiens après la guerre. Des deux côtés de la planète, des hommes enseignaient aux machines à survivre à travers l'empathie et l'erreur. Dans le désert africain, cependant, ce n'était pas de la philosophie. C'était vie ou mort. Le caporal Martin se rappelait un jour en dehors de Gafsa, quand son Sherman cala à mi-chemin d'une dune. La boîte de vitesse commença à gémir comme une banshee. Il dit « Je pensais que nous étions finis. J'ai tiré le bouchon de remplissage, percé un trou avec ma baïonnette, figure de si cela peut saigner, peut-être peut-il respirer. Versé cette graisse aviation bleue que nous avions troquée des garçons volants. Parti 1 heure plus tard. Ce fixe brut miroirait presque exactement l'expérience de Leroy dans le Maryland. Au printemps de 1943, des centaines. Sherman se roulait hors de la ligne en juillet. Les contremaîtres de l'usine les marquaient avec un V pochoir à côté des numéros de série. Quelque part dans les piles de documents, ce V signifiait vent. Mais pour ceux qui travaillaient à la ligne, cela signifiait victoire. Les correspondants d'usine dans le bulletin de la division industrielle du département d'ordonnance, août 1943, enregistrèrent la transformation. Défaillance moyenne de boîte de vitesse, pendant test d'endurance réduite de 19% à 4%. Taux de dégradation du lubrifiant diminué de 35%. Intervalle de maintenance étendu de 300 à 500 cp. Le changement était visible même sur le sol de production. Les travailleurs blaguaient que les tanks respiraient mieux. Pour la première fois, les moteurs pouvaient fonctionner pendant des heures pendant les tests, sans l'odeur aigre d'huile surchauffée. Pourtant, au-delà des statistiques, quelque chose de plus subtil se passait. Le système avait commencé à écouter ses mécaniciens. Un mémo du colonel Raymond Staley, chef de liaison de production, capturait le changement de ton. Les improvisations sur le terrain que nous avions autrefois rejetées comme non officielles sont maintenant essentielles à la doctrine. Le design doit apprendre de l'utilisation, pas la dicter. Les États-Unis étaient entrés en guerre croyant en la hiérarchie industrielle, blueprints au-dessus des clés, officiers au-dessus des sergents. Mais en 1943, la guerre avait inversé ce courant. L'information coulait vers le haut du champ de bataille, aux salles de réunion. Le plus petit fixe sur le terrain pouvait remodeler le rythme d'une usine en semaines. La boîte de vitesse vantée devint l'emblème de cette nouvelle boucle de feedback. De Detroit à Lima, de la compagnie de voitures en acier pressé à Fisher Body, chaque sous-traitant s'ajusta au changement. Les ingénieurs de Lockheed visitèrent même l'arsenal pour étudier la modification. L'idée de reconception conduite par le terrain les fascina. Quand le premier lot de production de 500 Sherman vantés fut expédié en août, la documentation de la caisse portait une annotation au crayon. Event Leroy installé par rapport sur le terrain. Pas de citation, pas de cérémonie, juste reconnaissance. L'armée n'émit jamais de brevet ou commandation à Leroy. Son nom apparaissait seulement en arrière-plan des mémos d'essai, enterrés entre numéros de série et chars de carburant. Mais dans le rythme de la ligne d'assemblage de Détroit, son idée était devenue immortelle. Le rapport final de l'arsenal pour ce trimestre concluait avec une ligne qui aurait pu être un épitaphe pour chaque innovateur de guerre. L'improvisation, quand répétable, devient standardisation. À l'automne 1943, chaque Sherman roulant vers les ports respirait à travers cet évent de demi-pouce. Les tanks qui atterriraient à Salerno, qui grimperaient les collines d'Italie et plus tard les haies de Normandie, portaient tous la trace du raccourci d'un seul mécanicien, un murmure percé dans l'acier. Et dans le bruit de fonderie de Détroit, où métal fondu rencontrait design, ce murmure était devenu doctrine. Col de Kasserine, Tunisie, février 1943. Le désert n'était pas tant un champ de bataille qu'un creuset. La chaleur s'élevait du sable comme un souffle d'une fournaise. L'air scintillait au-dessus des dunes en vagues qui plièrent la distance en mirage. Les moteurs hurlaient, se coinçaient et mouraient à travers les lignes américaines aux Kasserines. Les tanks s'enfonçaient à leur coque dans la poussière douce. Les transmissions grognaient et l'acier se déformait sous une chaleur qui atteignait 130 degrés Fahrenheit.
L'M4 Sherman était arrivé en Afrique du Nord, avec des promesses de vitesse et de fiabilité. Au lieu de cela, beaucoup tombaient en panne avant même d'atteindre le combat. Boîtes de vitesse surchauffées, joints éclatants, et tanks s'arrêtant miles court de l'engagement, sauf pour un. À 0815 heures, le 20 février, éléments de la première division blindée avancèrent vers la route de Tala, sous le feu du 10e Panzer allemand. Le lieutenant Charles Chuck Harris commandait Cobra II, un M4 frais d'un rétrofit des États. Un des premiers à porter la nouvelle modification de boîte de vitesse vantée, née de l'idée du sergent Elmer Red Leroy. Harris ne le savait pas, mais son tank faisait partie d'un essai sur le terrain non annoncé. Tandis que d'autres équipages juraient au sifflement métallique de transmission surchauffante, l'équipage de Harris remarqua quelque chose de différent. Le bruit ne venait jamais. Dans son rapport après action préservé dans le fichier de maintenance de la 13e force blindée numéro 247, Harris écrivit « Moteur fonctionnait plus lisse sous charge. Température de transmission restait en dessous de la plage critique, même après 8 heures de mouvement continu. Gémissement d'engrenage réduit de manière marquée. Morale de l'équipage améliorée en conséquence. » La note sur le moral semble triviale, mais dans le langage des rapports d'ordonnance, c'était révolutionnaire. Les tanks ne brisaient pas seulement les corps des soldats quand ils tombaient en panne. Ils brisaient leur volonté. À proximité, le Crusader du sergent Paul Sanderson n'était pas aussi chanceux. Sans la modification des vents, la transmission de son tank se grippa au mile 34. L'huile d'engrenage bouillit à sec. L'équipage fut forcé de l'abandonner sous feu d'artillerie. Les ingénieurs récupérèrent plus tard le véhicule, ouvrirent la boîte de vitesse et trouvèrent lubrifiant roussi fusionné en résidus vitreux. En comparaison, Cobra II de Harris compléta le mouvement complet de 112 miles sans défaillance. L'officier de maintenance attaché au combat commande B classa les données avec étonnement. Différentiel de température entre transmission standard et vantée sous charge identique. Réduction moyenne de 41. Saad Graef. Ce nombre se répandit plus vite que toute rumeur. Dans une semaine, les officiers d'ordonnance à travers la Tunisie demandaient le retrofit des vents. En mars, les dépôts sur le terrain perçaient les leurs, souvent sans autorisation officielle. Un rapport allemand capturé du staff technique du 10e Panzer nota un phénomène étrange. Les tanks américains semblent maintenir la mobilité même après poursuites prolongées. Leurs machines ne tombent pas en panne comme avant. Taux de réparation amélioré de manière marquée. Dans le désert Baron, la plus petite avantage d'ingénierie devenait stratégique. La capacité à continuer à bouger signifiait la différence entre embuscade et encerclement. Et le mouvement était ce que le corps d'Afrique de Rommel avait utilisé pour dominer pendant 2 ans. Maintenant, les Américains apprenaient. Les correspondants de guerre intégrés avec la première blindée écrivaient de tanks fonctionnant jour et nuit avec la relentlessness de machines qui refusaient de mourir. Peu savaient que derrière cette endurance n'était pas un miracle de design, mais une rondelle de ferraille et un évent de demi-pouce rêvé par un mécanicien roux dans le Maryland. Après Kasserine, le département d'ordonnance compila son résumé d'endurance mécanique comparative, Théâtre d'Afrique du Nord, printemps 1943. Il montrait les résultats en arithmétique froide, boîte de vitesse standard M4, temps moyen avant défaillance, 123 heures opérationnelles. Boîte de vitesse vantée M4, temps moyen avant défaillance, 184 heures opérationnelles. Heure de maintenance par 100 mètres réduite de 14,8 à 7,6, moitié le temps d'arrêt, presque double la portée. Pour l'équipage de Harris, la différence était personnelle. Quand leur carburant fut bas près de Sbeitla, ils parquèrent le Sherman sur terrain élevé, surplombant une colonne brûlée de tanks immobilisés, américains et allemands pareils. Le désert était jonché de cadavres mécaniques, chacun un témoignage de perfection suringénierée défaite par l'environnement. Harris écrivit chez lui cette nuit. « Ce tank respire. C'est la seule façon que je peux le décrire. Chaque autre machine ici s'étouffe dans la chaleur. Le nôtre continue juste à respirer. Au moment où la campagne se termina, la leçon était claire. L'improvisation avait surpassé le design. L'armée US manda officiellement la modification des vents à travers tous les Sherman de production en avril 1943. Et dans cette décision, faite non dans une salle de réunion, mais dans les vallées fumantes de Tunisie,
L'idée née dans un hangar d'essai du Maryland se prouva immortelle. Le Sherman ne se déplaçait plus seulement. Il endure. La guerre enseignait sa vérité la plus simple et la plus dure. L'armée qui écoutait ses mécaniciens survivrait à celle qui adorait ses ingénieurs. Washington, D.C., quartier général du département d'ordonnance. Automne 1943. La guerre avait transformé Washington en une ville de papier. Rapports, réquisitions et retours de terrain arrivaient par la tonne, triés par des employés en manches de chemise, qui mesuraient l'histoire par le pouce de dossiers empilés. Au 5e étage du bâtiment des munitions, le colonel Raymond Staley regardait un convoi de nouvelles données arrivées d'Afrique du Nord. Chiffres imprimés sur des feuilles peau d'oignon assez minces pour voir le futur à travers. Les tables étaient claires. Des faïences de boîtes de vitesse avaient chuté depuis l'introduction de l'évent Leroy. La colonne étiquetée « Perte non-combat mécanique ». Véhicules blindés avaient chuté de 37% en un seul trimestre. Pour l'armée, cela n'était pas juste une amélioration de maintenance, c'était la logistique transformée en stratégie. Les chiffres parlaient une vérité que aucune doctrine ne pouvait nier. Dans la première année de combat, presque 1/3 de tous les tanks M4 perdus par les forces US étaient dus à des pannes mécaniques. Après la modification des vents, ce chiffre tombait à moins de 10%. Les tanks survivant assez longtemps pour être détruits par feu ennemi, une mesure grime mais nécessaire de succès. Un mémorandum interne du rapport du comité technique du département d'ordonnance numéro 298 le résumait blintement. L'amélioration de la pression de lubrification et de la stabilité thermique via adaptation des vents constitue le raffinement le plus significatif unique à la transmission M4 depuis le début de la production. Effet total estimé. 15% augmentation de la disponibilité opérationnelle à travers tous les théâtres. Le rapport listait crédit à la division de maintenance sur le terrain d'ordonnance Aberdeen. Pas de noms individuels. Elmer Red Leroy, le sergent qui avait percé le premier event avec un outil à main, existait seulement comme un fantôme dans la paperasse. Dans un autre bureau de l'autre côté du couloir, un analyste du conseil de production de guerre convertissait les statistiques en équivalent de coûts de production. Chaque Sherman coûtait approximativement 47 000 $ à construire. Chaque un, sauvé de pertes mécaniques, représentait assez de valeur pour produire 2 avions de chasse ou 6 jeeps. À la mi-1943, plus de 8000 tanks opéraient avec la modification des vents, une économie de presque 400 millions $ en équipement et efforts de remplacement par calcul moderne. Mais l'arithmétique ne faisait qu'inter à la vérité plus profonde. Les vents avaient changé le tempo de la guerre blindée. Les équipages de maintenance passaient maintenant moins de temps à réparer et plus à ravitailler. Les tanks restaient en combat pour des périodes plus longues. Les données de consommation de carburant montraient un gain d'efficacité subtil, 3% réduction due à une performance de chaîne de transmission plus lisse, petite en isolation, vaste quand multipliée par une armée. Le colonel Staley, dans son résumé de fin d'année, écrivit une ligne que les historiens citeraient sans fin. Dans la guerre industrielle, une idée de la taille d'un trou de perceuse peut peser plus qu'une division. La déclaration capturait la philosophie que le corps d'ordonnance avait été forcé d'apprendre. L'innovation n'arrivait pas seulement à travers grand design, mais à travers évolution pratique. La machine de guerre américaine avait de la place pour à la fois l'ingénieur et le mécanicien. Mais la victoire dépendait de l'instinct du mécanicien autant que de la théorie de l'ingénieur. À la fin de 1943, la spécification de transmission ventée était standardisée sous dessin d'ordonnance 4 IN 3287B. Detroit, Lima et usines d'acier pressé s'y conformèrent tous. Chaque boîte de vitesse portait un petit tampon d'inspection, un L en relief à peine visible près de l'évent du boîtier. Peu sur la ligne savaient pourquoi il était là ou qui la lettre honorait. À Washington, un employé junior nota le coût de la modification, 1,17 par unité. Pour 1,17, le tank Sherman était devenu presque indestructible. Et dans ces chiffres, tamponnés dans l'acier et classés dans les archives, l'héritage du mécanicien invisible devint politique. Ce qui avait commencé comme un son dans une boîte de vitesse à Aberdeen était devenu preuve arithmétique que l'adaptabilité, pas la perfection, était l'âme de l'industrie américaine. Normandie, France, juin 1944. La mer à l'aube avait l'air métallique, la même couleur que les tanks qui en grimpèrent bientôt. La flotte d'invasion
s'étendaient d'horizon à horizon. Navires Liberty, engins de débarquement, destroyers, et parmi eux les M4 Sherman chevauchaient en silence, leurs moteurs scellés contre les embruns salés. Chaque machine portait la petite trace inaperçue du raccourci du sergent Elmer, Red Leroy, les vents percés dans sa boîte de vitesse, cachée sous des couches de peinture et d'armure. Le D-Day, 1200 Sherman débarquèrent avec les premières et deuxièmes vagues à travers les plages. Les correspondants de guerre écrivirent d'eux comme la marée d'acier, mais ce qu'aucun titre ne captura était qu'ils continuaient à bouger. Tanks qui auraient pu se gripper dans le surf roulèrent en avant. Chenilles griffant à travers sable et écume. Transmission bourdonnant uniformément. Le capitaine Walter Drayton du 741e bataillon de tanks se rappelait plus tard dans son rapport après action archivé au Centre d'histoire militaire de l'armée US. La mer bouchait chaque roulement. L'eau salée versée à travers les trappes encrassait nos instruments. Mais les boîtes de vitesse tenaient. Nous courions chaud, mais jamais trop chaud. Je ne savais pas pourquoi jusqu'à beaucoup plus tard. Il décrevait les vents. L'acte simple de laisser la boîte de vitesse respirer. Ce matin, tanks qui avaient autrefois été définis par leur fragilité performèrent comme des bêtes marines, indifférentes à la chaleur, pression et charge. Dans la confusion de la guerre, personne ne pensa à remercier le mécanicien dont l'expérience rendit cela possible. Derrière les plages, ingénieurs du 147e bataillon de maintenance d'ordonnance documentèrent l'après. Sur 324 Shermans opérationnels, seulement 19 souffrirent de défaillance de chaîne de transmission pendant la première semaine, un taux de casualty mécanique sous 6%, le plus bas de toute armure d'invasion dans l'histoire moderne. Le même bataillon, dans son rapport préliminaire, résumé de maintenance 15 juin 1944, créditait ventilation de transmission améliorée et système de lubrification introduit en 1943. Pas de signature, pas de fanfare. Juste reconnaissance enterrée dans le langage de la logistique. Mais les soldats sur le terrain sentaient la différence. Ils ne redoutaient plus le cri métallique qui autrefois annonçait la panne. Le nouveau son, un bourdonnement stable, un rythme de respiration, devint le battement de cœur de l'armée avançante. Les mécaniciens notaient que l'huile de transmission, même sous la duresse du combat, retenait sa clarté après 100 miles d'opération. Boîte de vitesse qui avait autrefois brûlé elle-même en ruine, survivait maintenant bombardement, boue et eau de mer pareil. Les photographes de guerre capturèrent des Sherman churnant inland passer les haies, moteurs incessants. Dans une image prise près de Virville, un tank étiqueté Betsy II porte une marque de craie blanche sur son côté. Une petite lettre L, l'équipage, ne connaissait pas sa signification. Ils assument que cela indiquait section gauche. En réalité, c'était le tampon d'usine de la modification des vents à l'arsenal de Détroit. Ce L-fin voyagea du Maryland à la Normandie, d'un tas de ferraille à la libération d'un continent. À la fin de l'été, les chiffres racontèrent leur histoire silencieuse à nouveau. Record d'ordonnance de la 8e commande de service de l'armée, août 1944, rapportait une diminution de 45% du temps d'arrêt mécanique pour unité blindée, comparé aux chiffres de 1942. Quand les statisticiens tracèrent l'amélioration en arrière, ils trouvèrent son origine dans les logs d'essai d'Aberdeen, la note manuscrite d'un sergent qui avait limé une rondelle pour fitter une idée. Elmer Red Leroy ne vit jamais la France. À ce moment, il était de retour à Aberdeen entraînant des mécaniciens plus jeunes pour Opération du Pacifique. Son nom apparut dans aucun dépêche, aucune histoire, mais son travail était partout, dans chaque Sherman qui traversait l'Europe, chaque machine qui refusait d'arrêter. Le bruit de la guerre avait grandi plus grand que n'importe quelle voix unique. Mais dans ce bruit était un écho. Le bourdonnement fin d'une boîte de vitesse tournant librement, un tank respirant uniformément sous une armure épaisse d'histoire. Et dans ce son, la grande vérité de la guerre persistait. Parfois, la victoire commence non avec des ordres, mais avec le son d'un seul mécanicien écoutant ce que la machine essaye de dire. Fort Knox, Kentucky, automne 1945. La guerre était terminée. Les tanks qui avaient tonné à travers l'Europe et l'Asie s'asseyaient maintenant en rangée nette, silencieuse, sur les terrains d'essai de Fort Knox, alignés comme des monuments à une civilisation mécanique qui avait survécu à son but. Leurs moteurs étaient au froid, leur peinture fanée sous le soleil du sud, mais leur forme portait encore le mémoire de feu et mouvement. Et à l'intérieur de chacun, que ce soit qu'il ait traversé le Rhin ou les déserts de Tunisie, était un petit trou de demi-pouce de large, fileté avec du laiton, les vents qui les rendaient inarrêtables.
L'armée l'appelait la modification standard des vents Leroy. Peu de soldats savaient ce que cela signifiait. Encore moins savaient qu'il y avait eu un homme nommé Elmer Red Leroy du tout. Il arriva à Fort Knox en septembre 1945, démobilisé après 3 ans de service d'ordonnance. Ses cheveux, autrefois rouge flamme, avaient terne avec l'huile et la saleté. Son uniforme portait les taches d'un millier de réparations. Il marcha les rangées de tanks comme un homme visitant de vieux amis. Les Sherman se dressaient au-dessus de lui, leurs trappes ouvertes, l'odeur de lubrifiant âgé et de rouille lourde dans l'air. Il en trouva un qui portait encore son pochoir. Véhicule d'essai d'Aberdeen numéro 8. Son évent était où il l'avait percé 3 ans plus tôt. Le bord du bouchon de laiton était usé lisse par des milliers d'heures d'opération. Il passa son pouce dessus et sourit. Quand un officier de maintenance remarqua le geste, il s'approcha avec bloc-notes à la main. « Vous, un des mécaniciens d'Aberdeen ?» Leroy dit quelques années en arrière. L'officier hocha la tête vers les vents. « Ce fixe de vôtre est allé partout. Europe, Pacifique, Italie. » Il disait que cela a sauvé beaucoup de tanks. Leroy haussa les épaules. « Juste fait qu'il respire plus facilement. » Cette phrase fait qu'il respire plus facilement apparaîtrait des années plus tard dans la revue d'ordonnance de l'armée US 1947. Dans un article résumant les innovations mécaniques de guerre, l'écrivain anonyme créditait l'ingénuité sur le terrain par personnel d'ordonnance, menant à ventilation de pression de transmission. C'était la seule mention formelle du travail de Leroy. Mais non officiellement, la légende avait déjà commencé. Les mécaniciens racontaient l'histoire du fixe d'Aberdeen, une improvisation sur le terrain qui rendait le Sherman aussi fiable qu'un tracteur de ferme. Les vétérans juraient par cela. Dans les dépôts de maintenance d'après-guerre, les instructeurs l'utilisaient comme étude de cas en initiative. Comment un raccourci non autorisé né de nécessité pouvait devenir doctrine. Le manuel de l'école de service technique de l'armée TM9 731A 1946 incluait un diagramme de la boîte de vitesse vantée. Sous origine de design, le texte lisait simplement « Modification développée de rapport sur le terrain Aberdeen 1942 ». Pas de signature, pas de citation, juste un placeholder pour l'idée elle-même. Leroy ne semblait pas s'en soucier. Après démobilisation, il retournait en Pennsylvania et prit un job dans une aciérie près de Pittsburgh. Il ne breveta jamais les vents, n'écrivit jamais à son sujet. Quand on lui demandait sur son service, il disait seulement « J'ai réparé ce qui était bruyant ». Pourtant, d'autres se rappelaient. En 1962, au symposium d'aviation et armure US japonais à Tokyo, un officier d'ordonnance vieillissant, le colonel Harold Winslow, le même ingénieur qui avait lu le rapport sur le terrain de Leroy à Détroit, parla d'innovation de guerre. Il termina son discours avec une anecdote silencieuse. Il y avait un homme qui perçait un trou dans une boîte de vitesse sans permission. Ce trou sauva plus de tanks que n'importe quel général n'en a jamais commandé. L'audience, un mélange d'anciens ennemis et alliés, applaudit. Personne ne connaissait le nom du mécanicien, mais l'histoire survécut à son compteur. Données d'archives croisées vérifiées des décennies plus tard par l'enquête de bombardement stratégique US, Théâtre Pacifique, volume 12, Armure et transport motorisé, confirmaient l'impact. Entre 1943 et 1945, la disponibilité opérationnelle moyenne des tanks Sherman à travers tous les théâtres augmenta de 62% à 83%. Pertes mécaniques tombèrent au-dessous de 10%, un chiffre non égalé par aucun autre véhicule blindé de la guerre. Les historiens traçant le changement trouvèrent un point d'inflexion unique, le printemps de 1943, quand la modification des vents devint standard. Même les Soviétiques remarquèrent. Dans les rapports de pré-bail déposés à travers Murmansk, les officiers de maintenance soviétiques louaient la boîte de vitesse M4 américaine avec soulagement de pression supérieure. Leurs notes traduites la décrivaient comme résistante à l'accumulation de chaleur, stable sous motion continue. Ils répliquèrent aussi les vents dans leurs copies domestiques. Aux années 1950, les vents Leroy avaient silencieusement influencé chaque design blindé du Pershing au Patton. Les blueprints techniques assumaient simplement que les boîtiers d'engrenage requéraient des systèmes de respiration, un principe si évident qu'il n'avait plus besoin d'attribution. Ce qui avait autrefois été une violation de réglementation était devenu loi d'ingénierie. Quand le Musée national d'histoire américaine du Smithsonian restaura un Sherman pour exposition en 1965, les conservateurs découvrent les vents pendant le démontage. Dans le log de restauration, un conservateur nota « Design de boîte de vitesse
inclut modification unique de guerre, but incertain, mais indique lignée d'ingénierie sur le terrain. Ils le photographièrent, l'étiquetèrent des vents de terrain d'Aberdeen et remontèrent le tank. La photographie repose maintenant dans les archives du musée, cataloguée sous adaptation mécanique, Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, l'homme qui l'avait fait était déjà passé. Helmer Red Leroy mourut en 1959 à l'âge de 48 de complications de maladies pulmonaires. Une mort d'ouvrier. Son obituary dans le Pittsburgh Press mentionnait seulement qu'il était un mécanicien de guerre et contremaître à US Steel. Pas de médaille, pas de citation, pas de hint de la machine qui portait son empreinte. Et pourtant son héritage endure non à travers reconnaissance, mais à travers fonction. Chaque fois qu'une transmission de tank tournait sans se gripper, chaque fois qu'une machine respirait où elle aurait dû s'étouffer, son fantôme était présent dans le rythme des engrenages. Les historiens écrirent plus tard que la fiabilité du Sherman, sa capacité à être partout tout le temps, était un facteur aussi décisif dans la victoire que n'importe quelle bombe ou arme. Mais derrière cette fiabilité était un simple acte d'écoute. Un homme entendant la protestation d'une boîte de vitesse et décidant de ne pas l'ignorer. À Fort Knox, longtemps après la visite de Leroy, les vieux Sherman étaient retirés au terrain d'entraînement, leurs chenilles rouillées, leurs noms oubliés. Mais quand les mécaniciens en démarraient un pour démonstration, le son qui s'élevait de son cœur, le bourdonnement stable, l'absence de gémissement, était son mémorial. Le bruit dans la boîte de vitesse était parti. Et ce silence, gagné à travers un moment de défi avec une lime et un scrap d'acier, avait traversé des océans, gagné des batailles et survécu à des empires. La guerre avait été combattue avec courage et calcul, mais aussi avec raccourci, petits gestes humains de praticité, au milieu de la machinerie de guerre totale. Parmi eux tous, les vents d'Helmer Leroy restaient le plus silencieux et le plus enduring. Leçon d'une nation qui apprit à travers l'oreille d'un mécanicien que le progrès commence parfois quand quelqu'un décide que les règles sont fausses. Les tanks se tenaient au repos sous le soleil du Kentucky, leur armure chaude au toucher, leur moteur immobile. À l'intérieur de chacun tenait ce même petit trou parfaitement percé, parfaitement placé. Un portal entre nécessité et invention, entre l'instinct d'un homme et la vaste machinerie de la démocratie. Dans l'histoire officielle, c'était une amélioration de lubrification. Dans le langage des soldats, c'était de la chance. En vérité, c'était ni l'un ni l'autre. C'était un raccourci qui marchait et continuait à marcher longtemps après que la guerre avait oublié le nom de l'homme qui l'avait pris.